Les diodes pour comprendre les principes de base de leur fonctionnement ainsi que les raisons et les lieux où nous les utilisons. Qu'est-ce qu'une diode? Une diode ressemble à cela et existe en différentes tailles. Elles ont généralement un corps cylindrique noir qui comporte une bande à une extrémité ainsi que des fils qui sortent pour nous permettre de la connecter à un circuit. Cette extrémité est connue sous le nom d'anode et cette extrémité est la cathode. Nous verrons ce que cela signifie plus tard dans la vidéo. Vous pouvez également obtenir d'autres formes de diodes, comme une diode Zener ou même une LED, qui est une diode électroluminescente. Mais nous n'allons pas les voir ici dans cette vidéo. Une diode permet au courant de circuler dans une seule direction au sein d'un circuit. Imaginez une conduite d'eau avec une vanne à bascule installée. Lorsque l'eau circule dans le tuyau, elle pousse le clapet à battant et continue de circuler. Cependant, si l'eau change de direction, elle poussera la porte fermée et ne pourra plus s'écouler. Par conséquent, l'eau ne peut s'écouler que dans un seul sens. Cela ressemble beaucoup à une diode. Nous les utilisons pour contrôler le sens du courant au sein d'un circuit. Maintenant, j'ai animé ceci en utilisant le flux d'électrons, qui est le flux d'électrons du négatif vers le positif. Cependant, en ingénierie électronique, il est de tradition d'utiliser un flux conventionnel qui va du positif au négatif. Le courant conventionnel est probablement plus facile à comprendre, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Cela n'a pas vraiment d'importance, mais soyez simplement conscient des deux et de celui que nous utilisons. Ainsi, si nous connectons une diode dans un simple circuit LED comme celui-ci, nous voyons que la LED ne s'allumera que lorsque la diode sera correctement installée. Cela permet au courant de circuler dans une seule direction. Ainsi, selon le sens dans lequel elle est installée, elle peut agir comme un conducteur ou un isolant. L'extrémité rayée est connectée au négatif et l'extrémité noire est connectée au positif afin qu'elle agisse en tant que conducteur. Cela permet au courant de circuler, c'est ce que nous appelons la polarisation vers l'avant. Si nous inversons la diode, elle agira comme un isolant et le courant ne pourra pas circuler, c'est ce que nous appelons la polarisation inverse. Comment fonctionne une diode? Comme vous le savez peut-être, l'électricité est le flux d'électrons libres entre les atomes. Nous utilisons des fils de cuivre parce que le cuivre contient beaucoup d'électrons libres, ce qui facilite le passage de l'électricité. Nous utilisons du caoutchouc pour isoler les fils de cuivre et assurer notre sécurité, car le caoutchouc est un isolant, ce qui signifie que ces électrons sont maintenus très serrés et ne peuvent donc pas se déplacer entre les atomes. Si l'on regarde un modèle de base d'un atome d'un conducteur métallique, nous avons le noyau au centre, et celui-ci est entouré d'un certain nombre de coquilles orbitales qui contiennent les électrons. Chaque coquille contient un nombre maximum d'électrons et un électron doit avoir une certaine quantité d'énergie pour être accepté dans chaque coquille. Les électrons les plus éloignés du noyau sont ceux qui ont le plus d'énergie. La coquille la plus extérieure est appelée coquille de valence et un conducteur a entre 1 et 3 électrons dans sa coquille de valence. Les électrons sont maintenus en place par le noyau, mais il existe une autre enveloppe appelée bande de conduction. Si un électron peut l'atteindre, il peut alors se libérer de l'atome et se déplacer vers une autre. Avec un atome de métal comme le cuivre, la bande de conduction et la coquille de valence se chevauchent, ce qui permet à l'électron de se déplacer très facilement. Avec un isolant, l'enveloppe la plus extérieure est assez. Il n'y a pas ou très peu de place pour qu'un électron puisse s'y joindre. Le noyau a une forte emprise sur les électrons et la bande de conduction est très éloignée, de sorte que les électrons ne peuvent pas l'atteindre pour s'échapper. Par conséquent, l'électricité ne peut pas circuler à travers ce matériau. Cependant, il existe un autre matériau connu sous le nom de semi-conducteur. Le silicium est un exemple de semi-conducteur. Avec ce matériau, il y a un électron de trop dans l'enveloppe extérieure pour qu'il puisse être conducteur et il agit donc en tant qu'isolant. Mais comme la bande de conduction est assez proche, si nous fournissons de l'énergie externe, certains électrons gagneront assez d'énergie pour faire le saut de la valence à la bande de conduction et se libérer. Par conséquent, ce matériau peut agir à la fois en tant qu'isolant ou conducteur. Le silicium pur n'a presque pas d'électrons libres, donc les ingénieurs le dopent avec une petite quantité d'autres matériaux pour modifier ses propriétés électriques. C'est ce que nous appelons le dopage de type P et de type N. Nous combinons ces matériaux dopés pour former la diode. Ainsi, à l'intérieur de la diode, nous avons les deux fils, l'anode et la cathode, qui sont reliés à des plaques minces. Entre ces plaques, il y a une couche de silicium dopé de type P du côté de l'anode et une couche de silicium dopé de type N du côté de la cathode. L'ensemble est enfermé dans une résine pour isoler et protéger les matériaux. Imaginons que le matériau n'ait pas encore été dopé et qu'il ne contienne que du silicium pur. Chaque atome de silicium est entouré par 4 autres atomes de silicium. Chaque atome veut 8 électrons dans sa coquille de valence, mais les atomes de silicium n'ont que 4 électrons dans leur coquille de valence. Alors ils partagent furtivement un électron avec leur atome voisin pour obtenir les 8 qu'ils désirent. C'est ce qu'on appelle la liaison covalente. Lorsque nous ajoutons un matériau de type N tel que le phosphore, il prend la place de certains atomes de silicium. L'atome de phosphore a 5 électrons dans sa couche de valence.
Comme les atomes de silicium partagent des électrons pour obtenir les 8 qu'ils souhaitent, ils n'ont pas besoin de ce nombre supplémentaire. Il y a donc un électron supplémentaire dans le matériau et ceux-ci sont donc libres de se déplacer. Avec le dopage de type P, nous ajoutons un matériau tel que l'aluminium. Cet atome n'a que 3 électrons dans sa coquille de valence. Il ne peut donc pas fournir à ses 4 voisins un électron à partager. L'un d'eux devra donc s'en passer. Il se crée donc un trou où un électron peut s'asseoir et occuper. Nous avons donc maintenant 2 morceaux de silicium dopés, l'un avec trop d'électrons et l'autre avec pas assez d'électrons. Les 2 matériaux se rejoignent pour former une jonction PN. À cette jonction, nous obtenons ce qu'on appelle une région d'appauvrissement. Dans cette région, une partie des électrons en excès du côté N va se déplacer pour occuper les trous du côté P. Cette migration formera une barrière avec une accumulation d'électrons et de trous sur les côtés opposés. Les électrons sont chargés négativement et les trous sont donc considérés comme étant chargés positivement. Ainsi, l'accumulation entraîne une région légèrement chargée négativement et une région légèrement chargée positivement. Cela crée un champ électrique et empêche les électrons de se déplacer en plus grand nombre. La différence de potentiel à travers cette région est d'environ 0,7 volts dans les diodes typiques. Lorsque nous connectons une source de tension à travers la diode, avec l'anode type P connectée au positif et la cathode N connectée au négatif, cela crée une polarisation vers l'avant et permet au courant de circuler. La source de tension doit être supérieure à la barrière de 0,7 volts, sinon les électrons ne peuvent pas faire le saut. Lorsque nous inversons l'alimentation électrique, le positif est connecté à la cathode de type N et le négatif est connecté à l'anode de type P. Les trous sont tirés vers le négatif et les électrons sont tirés vers le positif, ce qui provoque l'expansion de la barrière et donc la diode agit comme un isolant pour empêcher la circulation du courant. Les diodes sont représentées dans les dessins techniques avec un symbole comme celui-ci. La bande sur le corps est indiquée par une ligne verticale sur le symbole et la flèche pointe dans la direction du courant conventionnel. Lorsque nous regardons une diode, nous voyons ses chiffres et ses lettres sur le corps. Ceci identifie la diode de sorte que vous pouvez trouver les détails techniques en ligne. La diode aura un diagramme IV qui ressemble à ceci. Ce diagramme représente les caractéristiques du courant et de la tension d'une diode qui est tracée pour former une ligne courbe. Ce côté est celui où la diode doit se comporter comme un conducteur et ce côté est celui où elle doit se comporter comme un isolant. Vous pouvez voir que la diode ne peut agir en tant qu'isolant que jusqu'à une certaine différence de tension en son sein. Si vous dépassez cette différence, elle devient alors un conducteur et permet au courant de circuler. Cela détruira la diode et probablement votre circuit. Vous devez donc vous assurer que la diode soit correctement dimensionnée pour l'application. De même, la diode ne peut supporter qu'une certaine tension ou un certain courant dans la polarisation directe. La valeur est différente pour chaque diode, vous devrez consulter ces données pour trouver les détails. La diode nécessite un certain niveau de tension pour s'ouvrir et permettre au courant de circuler dans la polarisation directe. La plupart sont de l'ordre de 0,6 volts. Si nous appliquons une tension inférieure à ce niveau, elle ne s'ouvrira pas pour permettre au courant de circuler. Mais à mesure que nous dépassons ce niveau, la quantité de courant qui peut circuler augmentera rapidement. Les diodes fourniront également une chute de tension dans le circuit. Par exemple, lorsque j'ai ajouté cette diode dans un simple circuit de LED monté sur un panneau d'affichage, j'ai obtenu une chute de tension de 0,71 volts. Pourquoi nous les utilisons ? Comme mentionné, nous utilisons des diodes pour contrôler la direction du flux de courant dans un circuit. C'est utile par exemple pour protéger notre circuit si l'alimentation électrique est branchée à l'envers. La diode peut bloquer le courant et protéger nos composants. Nous pouvons également les utiliser pour convertir le courant alternatif en courant continu. Comme vous le savez peut-être, le courant alternatif, ou CA, déplace les électrons d'avant en arrière, créant une onde sinusoïdale avec une moitié positive et une moitié négative. Mais le courant continu, ou CD, déplace les électrons dans une seule direction, ce qui donne une ligne plate dans la région positive. Si nous connectons le côté primaire d'un transformateur à une alimentation en courant alternatif et que nous connectons ensuite le côté secondaire à une seule diode, celle-ci ne laissera passer que la moitié de l'onde et bloquera le courant dans la direction opposée. Ainsi, le côté secondaire du circuit ne subit que la moitié positive du cycle. Il s'agit donc maintenant d'un circuit de courant continu très grossier, bien que le courant pullule, mais nous pouvons améliorer cela. Une façon d'y parvenir est de connecter 4 diodes au côté secondaire, ce qui crée un redresseur pleine onde. Les diodes contrôlent quel chemin le courant alternatif peut suivre en le bloquant ou en le laissant passer. Comme nous venons de le voir, la moitié positive de l'onde sinusoïdale est laissée passer. Mais cette fois-ci, la moitié négative est également laissée passer, bien qu'elle ait été inversée pour la transformer en une moitié positive. Cela nous donne une meilleure alimentation en courant continu, car les pulsations ont été fortement réduites. Mais nous pouvons encore l'améliorer, il suffit d'ajouter des condensateurs pour lisser l'ondulation et finalement l'amener en ligne lisse pour imiter de près le courant continu.
Nous avons décrit en détail le fonctionnement des condensateurs dans notre vidéo précédente. Comment tester une diode? Nous prenons donc notre diode et notre multimètre. Nous connectons la sonde noire à l'extrémité de la diode avec la bande. Ensuite, nous connectons la sonde rouge à l'extrémité opposée. Lorsque nous faisons cela, nous devrions obtenir une lecture à l'écran. Par exemple, cette diode modèle 1N4001 donne une lecture de 0,516 volts. C'est le voltage minimum nécessaire pour ouvrir la diode afin de permettre au courant de circuler. Si nous inversons maintenant les fils connectés aux diodes, nous devrions voir OL sur l'écran, ce qui signifie Outside Limits. Cela nous dit qu'elle n'est pas capable de faire une mesure. C'est une bonne chose, car elle mesure qu'elle ne peut pas compléter le circuit, donc la diode fait son travail. Si nous obtenons un relevé de connexion sur les deux configurations, alors le composant est défectueux et ne doit pas être utilisé. Pour tester la chute de tension d'une diode dans un circuit, il suffit de placer le multimètre dans la fonction de tension continue, puis de placer la sonde noire à l'extrémité de la bande et la sonde rouge à l'extrémité noire. Cela nous donnera une lecture par exemple de 0,71 volts qui est la chute de tension. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer à apprendre, regardez une des vidéos à l'écran maintenant.